Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Jonathan! Bonjour Gauthier. Merci beaucoup d'être présent avec moi pour ce nouvel épisode de Design System. On en a parlé juste avant d'enregistrer, mais je vais le répéter pour nos auditeurs. Le principe de ce podcast, c'est on va discuter un peu de tes expériences, savoir comment t'en es venu à faire du design, comment t'as créé Maze, et après on rentrera dans le vif du sujet et on discutera de Maze que tu as créé et on expliquera un petit peu ce que c'est, etc. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir aussi. Avec plaisir. Moi, je suis Jonathan Wiejawski. Je suis un Français et Parisien pure souche. Avant Maze, j'ai fait beaucoup de produits, de design et de développement. On va revenir de toute façon sur l'intégralité de ma carrière, si j'ai bien compris. Exactement. Mais oui, aujourd'hui, je suis le founder et CEO de Maze. C'est une startup qui fait du user testing at scale. Donc, nous, on permet aux gens de faire du rapid testing, en fait, de tout, d'interface, de copie, etc. Voilà, mais je pense qu'on va dive un petit peu plus loin on va revenir questions, dessus. Je vais faire vraiment une courte intro. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es venu à faire du design avant même tout ça ? Bien sûr. En fait, j'ai commencé le design et le développement en même temps. En fait, quand j'avais quelque chose comme 12 ans. Ah ouais. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui est venu assez vite. En fait, j'ai fait du design et du développement plus par passion pour le fait de faire du produit et de lancer des choses que par passion pour le design à la base, en fait. Donc vraiment, je commençais à avoir des sites web émerger. Enfin, à l'époque, on commençait à avoir les premiers sites web et les premières vraies notions de web design. C'était en quelle année, ça ? C'était en début des années 2000, je dirais, 2002, okay. 2003. Ah ouais, ça remonte déjà. Voilà, exactement. Haut, ouais. Donc c'était vraiment le début du web design. Et tu sais, à l'époque, il y avait tous ces éditeurs, les WYSIWYG de l'époque, et les Dreamweaver, etc. Et en fait, moi, je jouais beaucoup avec ça. J'avais pas tellement d'idées de choses que je voulais faire, mais je sais que je voulais faire quelque chose dans le web. À l'époque, je savais déjà. Et du coup, j'ai commencé un peu à jouer avec des logiciels de design. À l'époque, un peu avec Photoshop, puis beaucoup avec Illustrator. Et puis, j'ai commencé à coder en HTML, en CSS. Et en fait, le design, c'est venu assez naturellement et c'est venu comme vraiment un moyen, en fait. Et c'est quelque chose qui est revenu souvent. C'est que je voulais faire du produit, donc j'ai fait du design. Et à partir de là, j'ai continué à faire du design en fait quasiment toute ma vie. En fait, quand on commence à faire du développement et quand on commence à faire du front-end, en fait, naturellement, on va se diriger vers le fait de vouloir faire du design parce qu'on va vouloir que ce qu'on développe ressemble à quelque chose. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé au début dans le design, c'était vraiment la partie UI qui m'intéressait. Et puis en fait, avec le temps, c'était vraiment comment le design peut répondre à des problématiques business, comment le design peut répondre à des problématiques humaines, en fait, qui m'intéressaient de plus en plus. Et c'est vers ça que je me suis dirigé, mais pas tout de suite. J'imagine qu'à 12 ans, tu réalises pas totalement ça. Exactement. Non, à 12 ans, à ce moment-là, non, je fais rien. Je fais des sites web dans ma chambre pour rien. Tu sais, je fais des sites de t-shirts, je fais des sites de... C'est vraiment... Ce que tu mets en ligne ou c'est... Ah ouais, que je mets en ligne, des trucs... on faisait des... Enfin, c'est vraiment... Bon, ça, c'est vraiment des histoires. Mais on faisait des sites de ROM, tu sais, des trucs de télécharge de jeux vidéo. Enfin, vraiment avec des potes, on se retrouvait, on faisait n'importe quelle idée qu'on avait, on allait la transformer en site avant même l'ère du Skyblog ou des choses comme ça, quoi. C'est trop bien, t'étais tellement sur son temps en fait. Ouais, peut-être, ouais. Non, mais c'était surtout parce qu'on se marrait et j'avais un ordi et c'était un moyen de se marrer avec un ordi aussi, quoi. Mais c'est trop cool. Mais du coup, on va dire à ce moment-là, c'était une passion. Comment tu fais ? Enfin, t'as décidé de faire ça ? T'as décidé de transformer ça en études, puisque j'ai regardé ton parcours. T'as fait à l'époque ce qui s'appelait de la gestion du web multimédia webmaster, les noms un peu à l'ancienne. Exactement. T'as fait ça pourquoi ? Pour avoir un diplôme qui attestait que tu puisses le faire ? Ouais, alors ça n'a pas été aussi évident que ça pour moi. En fait, après mes études, donc moi j'ai fait des études scientifiques. Après ça, j'ai fait étrangement 1 an de médecine, donc c'était pas évident tout de suite. En fait, j'ai fait du web pendant longtemps, mais je me disais pas que c'était nécessairement ça que je voulais faire de ma vie. D'accord. J'ai fait 1 an de médecine, ça m'a pas plu plus que ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, depuis toujours, je fais du web. Pourquoi je ferais pas du web ? J'avais un ami justement qui était dans cette école au Pôle Honneur de Vinci, et en fait j'ai rejoint l'école là-bas où c'était une sorte de master un peu généraliste où on faisait un peu de design, un peu de développement, un peu de tout, et surtout ça laissait beaucoup de temps pour faire des projets, ce qui était super agréable.
Et c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à faire du design à faire du design, à vouloir en faire mon métier en fait. D'accord. Et en fait, c'était assez intéressant parce que comme j'avais beaucoup déjà accumulé d'expérience, en fait, j'ai fait beaucoup de freelance déjà même avant de commencer mes études. Et ben à partir de la 2e année, en fait, j'étais aussi professeur au Polaire de Vinci en design et développement. Donc j'enseignais à chaque fois l'année précédente à la mienne, ce qui était super agréable. C'était spécifique à ton profil ou c'était dans l'école, c'est comme ça? Ah non, c'était spécifique à mon profil pour le coup, où je pouvais enseigner le développement, le design. C'était super agréable. Donc d'un côté j'apprenais et d'autre côté je pouvais l'enseigner et j'ai toujours adoré enseigner, donc c'était. C'est cool. T'enseignes encore aujourd'hui? J'enseigne plus, mais jusqu'à même au tout début de mai, je continue à être intervenant en école et venir parler du design et du développement. Hyper intéressant. Et on digresse un peu, mais tu faisais quoi durant ces cours? T'essayais d'apprendre une vision un peu différente qui est plus, comme tu le dis, vu que tu as fait du freelance, qui était plus ancrée dans le réel, ou c'était vraiment des cours un peu des deux. En fait, à l'époque, ma spécialité, c'était le mobile. Donc, il y a plein de side histoires dont on pourrait parler, mais en gros, je sais pas si tu te rappelles de Ionic, qui était avant React Native, c'était comment les gens développaient des applications mobiles. Et en gros, on était la première équipe certifiée Ionic en Europe. Donc du coup, avec mon cofondateur. Donc du coup, je donnais beaucoup de cours sur le mobile et comment est-ce qu'on fait des interfaces mobiles et comment est-ce qu'on pense du mobile. Donc c'était mon gros sujet. Et après, j'apprenais même juste les réflexions UX générales, comment est-ce qu'on pense de l'UX, comment est-ce qu'on pense un produit pour des utilisateurs. Donc c'était très généraliste. Et puis finalement très appliqué, puisque le but c'était de développer des applications mobiles avec les étudiants. Super, mais tant mieux, tu me fais une transition toute trouvée pour le mobile, puisque tu as monté ta boîte en 2014, c'est ça, qui s'appelait Vice Versa. Ouais. Si j'ai bien compris, l'objectif de cette boîte, c'était une application qui t'aide quand tu as une décision à prendre, tu mets cette décision et tu as des gens qui viennent te donner leur avis. En fait, c'est un peu Instagram Poll avant Instagram Poll dans l'esprit. Donc c'était un peu du sondage social. Et en fait, bon, pour expliquer un peu l'histoire de Vice Versa, parce qu'elle est assez marrante, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Et en fait, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je refaisais ce projet dans une nouvelle technologie ou avec un nouveau design. Donc c'est vraiment un truc que j'ai porté avec moi pendant 5 ans peut-être. Super. Quand on est sorti d'école, en fait, j'ai fait un double master entrepreneurial et il fallait un projet. Donc j'ai apporté ce projet-là en me disant, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'était un projet que j'aimais beaucoup. Et en fait, au moment où je l'ai lancé, parce qu'à l'époque j'étais tout seul, il y a eu une super forte traction. J'avais lancé sur un petit subreddit, ça avait pris des proportions pas possibles. Et du coup, j'avais contacté deux personnes, enfin mon ancien cofondateur et un autre qui est devenu mon cofondateur de toujours, avec qui je travaille depuis 7 ans. Thomas, c'est ça? Thomas, exactement. Et on a commencé à monter ça. Et en fait, il y avait 2 idées. Il y avait une première idée qui était du sondage social. Est-ce que je mange des pizzas ou des sushis ce soir? Et l'autre côté, qui était en fait la vraie partie qui m'intéressait, qui était la partie plus B2B, où en fait, en freelance, pendant longtemps, j'ai bossé pour des marques de mode. Donc j'ai bossé pour Monsieur Moustache, pour Léo et Violette, donc pour pas mal de marques, notamment françaises. Et en fait, dans ces petites marques, je voyais un problème qui était récurrent, qui était que quand t'es Zara, en fait, il y a pas de problème si t'as des produits qui se vendent pas. Bon, bah, c'est juste un de tes SKUs qui se vend pas et c'est pas très grave. Mm-hmm. Quand t'es une petite marque, en fait, quand t'as un de tes produits qui se vend pas, ça peut être littéralement la mort de ta marque. Et du coup, le principe de Vice Versa, c'était que d'un côté, tu allais faire du sondage social et de l'autre côté, les marques allaient capitaliser sur leurs audiences pour pouvoir créer des produits avec leur communauté. Donc en fait, on était déjà sur une idée de maze produit, mais beaucoup plus appliquée aux produits physiques, concrets. Et on a monté ça pendant 1 an, mais c'était notre première startup. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. T'as fait quoi comme erreur? On n'avait pas de MVP, on a fait du produit. C'est le problème des technical founders en règle générale, c'est tu fais du produit en fait. Ouais, tu te lances direct. On a passé beaucoup de temps à faire du produit, on a passé beaucoup de temps à faire des features. Les notions qui paraissent aujourd'hui évidentes de lean, etc., elles étaient pas aussi évidentes à l'époque où on a commencé à faire ce produit-là. C'était des notions qui commençaient à émerger avec le lean startup et Eric Ries. Mais à l'époque, c'était pas encore ça, et surtout en France. Du coup, on a fait du produit, on n'avait pas de go-to-market. On s'est retrouvé chez Seedcamp, qui était l'équivalent de Y Combinator en Europe, donc un gros accélérateur de start-up. Et pour rentrer dans Seedcamp, il fallait faire 1 semaine de pitch à Berlin, il fallait se balader partout. Donc on a fait ça. On n'a pas été pris finalement, ce qui a été un peu l'arrêt du projet, l'arrêt de Vice Versa. Mais ça a été une aventure assez incroyable et vraiment la première aventure entrepreneuriale où je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. C'est vraiment monter quelque chose et monter un produit et quelque chose qui me plaît derrière. Ce qui fait qu'à la fin de cette boîte, on a monté une nouvelle qui s'appelle Ping. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, je peux en parler un petit peu, mais je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur le fait que entre chacune de ces boîtes-là et même pendant mes études, en fait,
L'application design aussi, j'ai fait énormément de freelance. En fait, je faisais du freelance pour beaucoup de boîtes différentes où je vendais du design. Et ensuite, on a commencé à monter Ping. Et Ping, c'est une histoire assez marrante. J'ai un de mes très bons amis qui m'a contacté et qui m'a dit, en fait, qui est un gros gamer, et qui m'a dit, il n'y a pas de standard en fait de communication pour les gamers. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes, il y a Steam, et de plus en plus de jeux commencent à créer leur propre plateforme. À l'époque, c'était League of Legends, etc. Et toutes ces plateformes-là, en fait, elles ont leur propre système de messagerie. Il y avait un problème qui était que, en fait, si je rencontre quelqu'un sur League of Legends, comment je fais pour le contacter quand il joue à un autre jeu? Comment est-ce que je fais pour savoir s'il est en ligne, pas en ligne? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de third party qui est agnostique et qui me dit, en fait, quand les gens sont connectés ou pas connectés. C'est très dépendant de la plateforme. Et on s'est dit, en fait, ce serait sympa de faire une application juste pour pouvoir pinguer des gens et savoir s'ils sont connectés ou pas connectés. Et c'était vraiment un side project de week-end, quoi. C'était pas une startup du tout à l'époque. Ouais. C'était un truc qu'on a monté sur nos week-ends pour rigoler, quoi, en se disant ça a peut-être de la valeur. Et en fait, cet ami, il s'avère qu'il a montré cette application à des gens au taf, qui est aussi dans une agence en Angleterre qui s'appelle Neverblend. Et ils lui ont dit, mais en fait c'est très cool, mais tu devrais montrer ça à notre boss, qui est le mec qui a monté Fnatic, qui est la plus grosse équipe de pro gaming au monde. Oh. Donc on a été lui montrer, il a adoré. Et en fait, faut bien comprendre que au niveau du time to market, c'était intéressant parce que c'était juste avant Discord, juste avant que Discord en fait prenne l'intégralité du marché. T'en parlais. On était quelques mois avant Discord. Discord n'existait pas du tout à l'époque, et on se disait en fait, il y a vraiment un truc à faire dans ce marché-là, qui est que t'as que des vieux players comme des TeamSpeak, etc. Il y a quelque chose à faire pour prendre ce marché-là. Et donc on a commencé à développer le produit. Et c'était une expérience, enfin, on travaillait avec cette énorme entité qui est Fnatic, hein, qui représente peut-être 150 ou 200 personnes dans le monde du gaming, ce qui est énorme, tu vois. Et on a commencé à monter ce produit. C'était assez incroyable. Et donc, ouais, Discord est arrivé au bout de 3 mois. Au bout de 6 mois, ils ont levé 180 millions de dollars. Donc, il a fallu coexister avec une startup qui lève 180 millions de dollars. C'était pas évident. Ouais. Mais pareil, super aventure entrepreneuriale. On a monté ça pendant 1 an. En fait, pendant 1 an, on a essayé de coexister. On a essayé de penser comment est-ce qu'on peut pivoter et coexister avec ce produit-là. Et puis finalement, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. En fait, en 2017 et 2018, ça a été la startup avec la plus grosse croissance au monde. Donc, c'est un peu compliqué C'est un peu compliqué, ouais. C'est comme compete avec Uber au moment où ils sont lancés, quoi. C'était un peu difficile. Et pour Ping, tu dirais que tu as fait les mêmes erreurs que pour vice-versa, ou là, cette fois-ci, tu as vraiment pris le temps de tester avant de faire le produit, de le développer et de l'envoyer? Ouais, c'est un bon segue pour parler de Maze, justement, parce qu'en fait, Ping, on n'a fait aucune des erreurs qu'on avait faites avec Versa. On a fait des nouvelles erreurs qui n'étaient pas nécessairement liées à Ping en soi. C'était plus lié justement à ce format de partenariat qu'on avait avec Fnatic. En fait, quand on a commencé Ping, dès le début, on avait un MVP très, enfin, au bout de 3 semaines, on avait un truc qu'on pouvait lancer sur le marché, quoi. D'accord. Et en fait, le vrai problème qu'on a rencontré, c'était pas tellement qu'on n'a pas itéré, c'était plus le fait qu'on travaillait avec une entité qui, elle, n'était pas prête à signer de son nom quelque chose qu'elle considérait comme pas fini. Ouais. Et du coup, nous, on était très lean dans une structure qui l'était pas. Donc nous on faisait nos tests, mais finalement on n'était pas brandé Fnatic comme on faisait nos tests. Nous on faisait nos tests presque en sous-marin, quoi, pour faire des tests. Et en fait au tout début de Ping, et c'est là qu'est né Maze en réalité, au tout début de Ping, on avait ce prototype InVision très complet. Et en fait du fait de notre partenariat avec Fnatic, on avait 5000 personnes sur une waiting list alors qu'on n'avait rien. Enfin tu vois, on n'avait pas un produit, on n'avait rien du tout. C'est ouf. On avait juste lancé des gens veulent tester une nouvelle application de messagerie. En une journée avec 5000 personnes. Ah ouais. Et ouais, c'était assez incroyable. Attends, mais... non, mais ils avaient une grosse. En fait, Fnatic, c'est un peu comme le PSG. Dire que tu travailles avec le PSG dans le monde du football, en fait, c'est un truc qui a un following qui est tellement intense et des gens qui sont tellement passionnés par le gaming qu'en fait, n'importe quoi qui sorte a un following dingue, quoi. Ouais, donc du coup, c'est du pain béni pour toi, en fait. C'est du pain béni. C'est du pain béni, et surtout quand tu fais du B2C, du C2C social, quoi, une application très très sociale. T'as besoin d'avoir une communauté qui est forte dès le début, un noyau qui est très fort. Et donc du coup, on a pris ce proto et on se disait comment est-ce que je fais pour prendre ce proto et l'envoyer à 5000 personnes et avoir de la data sur ce qui marche et ce qui marche pas avant qu'on parte en développement, quoi. Ouais, parce qu'avec InVision, si je me trompe pas, normalement tu dois faire tester et t'es à côté de la personne ou tu fais en sorte d'être avec elle. Exactement. Et moi en agence, je faisais ça en fait. Moi en agence, on n'a pas trop parlé de ma vie d'agence d'avant, mais en agence, c'est ce qu'on faisait. En fait, moi, je faisais de la research en agence. On était 2 designers dans une salle avec un testeur. T'en avais un qui posait des questions, l'autre designer qui se mettait à côté de lui, qui prenait des notes. Il a fait un misclick, il a froncé des sourcils. On faisait des recordings. Et puis,
ça scalait jamais. On avait 3 testeurs pour une session de test. Du coup, ton client, il s'en foutait complètement de ton test, quoi. Il disait, ouais, c'est cool, t'as 3 testeurs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse cette data-là? Et nous, on avait cette problématique où on se disait, on va pas faire des sessions one-to-one avec 5000 personnes, évidemment. On n'a pas 5000 heures à passer à faire ça. Puis il faut qu'ils viennent. Faut être sûr qu'ils soient là. Faut l'organiser, faut extraire la data, parce que c'est pas juste le fait de le faire, en fait. Ensuite, il faut standardiser la data, faut créer un report. C'était mort, on n'allait pas faire ça. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire? Et en fait, on a commencé à regarder des solutions en ligne. On a vu des usertesting.com, on a vu des lookbook.com, qui sont des bonnes solutions, mais en fait, ces solutions, elles transforment un process qui était long et cher, qui est le face-to-face interview, un process qui est long et cher, mais en ligne. Parce qu'en fait, tu dois quand même te taper des heures et des heures de recording, en fait. Ils ont transformé un cheval en un cheval plus rapide, mais en fait, la voiture, elle était toujours pas là, quoi. Très belle métaphore. Merci. Et du coup, on a commencé à réfléchir à ce sujet-là, à se dire comment est-ce qu'on pourrait faire en fait pour tester at scale. Et on est parti de ce concept super simple à l'époque, qui est devenu Maze en fait, qui était on va prendre ce proto et on va créer des missions. Et en fait, ces missions, nous, on va définir ce qu'on appelle un chemin optimal dans la mission. Donc, on va dire à un testeur, imaginons que l'application qu'on teste soit Twitter, on va lui dire envoie un tweet. Et nous, on va dire pour envoyer un tweet, le chemin, c'est aller sur le feed, cliquer sur le bouton créer un tweet, puis cliquer sur le bouton envoyer un tweet. Et ça, c'est le chemin qu'on pense être le chemin optimal. Et en fait, en définissant ça, nous, on est capable de dire at scale, ça, c'est les data des gens qui ont fail, ça, c'est les data des gens qui ont réussi mais qui sont perdus, et ça, c'est les data des gens qui ont réussi tout court en suivant le chemin que tu espérais. Et on s'est dit, mais en fait, quel que soit le volume de data, ça, on peut l'analyser, on peut le lire, et on peut même créer des heatmaps agrégés pour comprendre ce qui se passe, ce qui réussit et ce qui fail dans le produit. Et ce qu'on a fait à l'époque, c'était horrible d'un point de vue code, mais ça marchait. On a téléchargé le CD InVision, on a mis nos propres analytics au-dessus du produit, et on a envoyé ça à ces 5000 testeurs. Vraiment, c'est une version V0 immonde du code. On a dû lire du code minifié, mettre notre propre code à l'intérieur. Et en fait, au bout de 2h30, on avait 2500 réponses. Exactement. Moi, je viens. Les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais la tête que j'ai fait, là, encore une fois, c'est dingue parce que du coup, tu as 5000 personnes qui sont prêtes, tu shootes un mail et 1 heure après, tu as 2500 personnes. En fait, c'est bon, tu as tout ce qu'il te faut pour savoir si tu continues ou pas. Exactement. Et en fait, c'était assez dingue parce que, d'une part, bon, encore une fois, tous les gens qui nous écoutent et qui font de la research savent qu'avoir 5 testeurs en 2 semaines, c'est ouvrir du champagne. Nous, avoir 2500 personnes en 1h30, c'était d'une part, bon, plus que du champagne, c'était extraordinaire. Mais en plus de ça, on était capable de voir où le produit failait très très tôt. Mais plus important que ça, on était capable du coup d'itérer au moment du design. Et en fait, il y a un truc dans le lean qui est appris très tôt, c'est qu'en fait, on a cette espèce de cycle qui est idéation, design, développement, release et apprentissage. Et en fait, ce cycle, l'implication tacite de ce cycle, c'est qu'en fait, ton itération design, elle implique un coût de développement, en fait, puisqu'en fait, tout ton apprentissage, il implique de revenir à chaque fois sur ce cycle d'itération. Et là, tout d'un coup, on réduisait ce cycle à juste design. Et du coup, le coût de l'itération design par rapport au coût d'itération de design, développement, release, on parle de l'ordre de 100 fois, quoi. Et en fait, c'est ça qu'on a commencé à voir. C'était cette capacité, non pas juste à voir ce qui marchait pas, mais en plus de ça, pendant 2 semaines, on a envoyé 50 versions différentes de design qu'on avait en tête et de flow. Et on a pu juste 100% tester notre produit. Et quand on est parti en développement, il n'y avait aucun doute sur ce qu'on était en train de développer. Ce qui est assez incroyable. Ah, Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dit que vous teniez la poule aux œufs d'or? T'as continué sur Ping? Moi, à ce moment-là, j'étais comme un fou sur cette idée-là. En fait, à ce moment-là, je me suis dit... Excuse-moi, Ping, ça a été entre octobre 2015 et juillet 2017, plus ou moins. Ouais. À ce moment-là, c'est... ouais, exactement. Ça s'est fini en début 2018, en gros, Ping. Et ça a vraiment commencé, je dirais, en 2016. D'accord. Et cet équivalent de ce futur Maze, c'est à quel moment dans l'histoire? Ce futur Maze, ça commence... ça a été release en mars 2018. D'accord. Donc un peu, quand même pas mal de temps après. Mais en gros, nous, de toute façon, on avait un contrat avec Fnatic, on travaillait avec Fnatic, donc on n'allait pas tout d'un coup partir du projet. Et puis... Ping, il y avait quand même il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Discord, c'est une société qui est valorisée à 4 milliards. Il y avait un vrai marché, un vrai time to market derrière. Donc j'étais pas non plus démotivé à l'idée de bosser sur Ping. On pensait vraiment qu'il y avait quelque chose à faire et au final, le futur nous a prouvé que c'était vrai. Mais cette idée de Maze, moi, en tant que quelqu'un qui vient du produit et qui a vécu, en fait, toutes les pains que Maze pouvait résoudre, c'était ça me rongeait en fait. C'est-à-dire vraiment, je me disais j'ai qu'une hâte, c'est qu'on ait un peu de temps pour pouvoir bosser sur Maze et que je puisse le tester en conditions réelles. Et ça, c'est arrivé justement en fin 2017 où finalement Discord était devenu énorme. En fait, en un an, ils sont grossis de 0 à peut-être 40 ou 50 millions d'utilisateurs. Enfin, c'était
C'est absolument dingue. Et du coup, on s'est dit bon, on a contacté Fnatic, on s'est posé, on s'est dit bon, on va pas réussir. Il y a pas de chemin. On avait un bon produit, vraiment. On avait un bon produit, un bon time to market, mais finalement, il y a pas que ça. Finalement, c'est ça aussi que ça prouve. Et on s'est arrêté là et on a commencé en fait à construire Maze le mois suivant. En fait, moi, j'ai contacté Thomas à nouveau et je lui ai dit écoute Thomas, je sais qu'on sort de Ping à peine. Mais moi, cette idée de Maze, en fait, ça fait 1 an que ça me ronge et que j'ai envie qu'on le fasse. Essayons de construire une V0 qui va être très simple. On va juste permettre aux gens d'importer un prototype InVision. Moi, je vais prendre mon ancien boulot de lead UX chez BAM, l'agence dans laquelle j'ai bossé juste avant. Et on va essayer de forcer des clients à s'en servir et voir si les clients trouvent ça intéressant ou pas. Et tu l'as fait? T'as réussi à en trouver? Ah ouais, on a en trouvé plein. Et du coup, j'ai repris mon ancien boulot de lead UX. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, le premier client qu'on a eu, c'était un des plus gros clients de l'agence. Je peux pas le nommer, mais c'était un des plus gros clients de l'agence et c'était un client qui voulait pas de user testing, qui était connu pour pas vouloir aucune forme de user testing ou de user research. Parce qu'en fait, c'était long, ça coûtait super cher. Et en fait, si tu as vécu la vie d'agence, tu sais que la research, c'est le truc qui est le plus difficile à vendre en agence, en fait. Parce que c'est le truc qui a un output qui finalement est le plus important, mais qui est tangiblement le moins important pour un client. Comment t'expliques ça? Il y a une sorte de perception qui est très forte et qui est liée en fait aussi au test quali. En fait, quand tu es en agence et que tu vois un client et que tu lui dis écoute, on va passer les 2 prochaines semaines à essayer de trouver 5 personnes qui vont venir sur place. On va mettre 2 ressources dessus. On va passer du coup des dizaines d'heures à faire ces interviews, à extraire de la data et à te créer un report. Ça va te coûter en moyenne, tu vois, ça va te coûter en moyenne entre 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour faire ce genre de recherche. En fait, le client, la perception, elle est purement input-output en fait. Je mets de l'argent et qu'est-ce qui sort de cet argent que je mets. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'un des feedbacks qu'on a le plus souvent quand tu fais ce genre de recherche, c'est que les clients te disent on n'a pas vraiment le budget pour ça. Et en fait, souvent, la rhétorique, c'est si t'as pas le budget pour faire de la research, alors t'as vraiment pas le budget pour pas faire de research en fait. Parce que si tu échoues demain, en fait, ça coûtera encore plus cher. Et ça va te coûter 100 fois plus cher en fait d'échouer demain. Parce que il y a quelque chose que les gens ont du mal à comprendre et c'est normal en fait parce qu'on a une sorte de biais cognitif qui est très fort. C'est que le coût de faire des erreurs de user experience ou des erreurs d'intégrer la mauvaise chose dans ton produit, il est 100 fois plus fort que le coût d'échouer avant de partir en développement en fait. Et c'est pas juste le coût de développement. Il y a plein de coûts qui sont liés au fait d'échouer. Il y a le coût de support. En fait, quand tu crées une mauvaise expérience utilisateur, le coût de ton support augmente. T'as le coût de brain damage. En fait, tu montres quelque chose au monde qui représente ta marque et qui est nul. Et finalement, ta marque elle prend un coup. T'as le coût du lost business où finalement, tout le business que tu perds parce que ton UX elle est nulle ou parce que les gens comprennent pas ce que tu fais, c'est un coût aussi. Et tout ça, en fait, faut le prendre en considération. Et donc, en fait, quand tu dis écoute, on testera en prod. Et en fait, ce que tu dis vraiment, c'est j'accepte tous ces coûts-là, alors que je pourrais prendre ces coûts-là beaucoup plus tôt et ça coûtera beaucoup moins cher. Mais qui sont techniquement des coûts immatériels par rapport à de l'argent, c'est ça aussi. Exactement. Et en fait, je pense qu'il y a encore aussi un niveau de maturité dans la compréhension de ce que c'est que la research et le design qui est encore assez faible. Et du coup, les gens, et notamment des clients qui souvent passent par des agences justement parce qu'ils n'ont pas ces compétences design en interne, c'est très difficile en fait de les éduquer d'une part sur le design et d'autre part sur la valeur de la research avant de partir en design. Donc du coup, quand tu leur dis, écoute, ça va coûter 20 000 dollars ou 20 000 euros pour faire ton design et on va faire 15 000 euros de research, en fait, eux, ce qu'ils entendent, c'est on pourrait faire 2 designs en réalité. On pourrait faire 2 fois le design pour le coût de la research. Donc autant échouer et refaire un design. Sauf que t'as pas les coûts de développement, de mise en ligne, et exactement. tout ce dont tu parlais. Exactement. Okay. Donc, pour revenir, tu es chez BAM, tu as un grand client qui ne veut pas faire de user research, et là, j'imagine que tu réussis à le faire. Exactement. Et du coup, là, je lui dis, écoute, je sais que d'habitude, quand on essaie de vendre de la user research, ça te coûte une fortune, et on passe 2 semaines à essayer de te le vendre, et ensuite on passe 2 semaines à trouver 5 testeurs, et finalement, quand on revient vers toi, tu t'en fous de nos research parce qu'il y a 5 testeurs. Mais là, on a créé une nouvelle plateforme. Ça va te permettre, en fait, en simplement important un prototype qu'on a déjà, vu que j'avais déjà créé le prototype pour lui, on va simplement l'importer sur Maze. On va pouvoir l'envoyer à tes clients. Ils le prennent quand ils veulent, le test. Donc, il n'y a même pas de besoin de est-ce qu'ils viennent sur place, pas sur place. Et on a de la data concrète, en fait. On n'a pas aussi des interviews interprétables, du genre des feedbacks quali. On a littéralement de la data qui va te dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et il me dit OK. Et il me donne 50 adresses mail de ses clients. On envoie le test. 2 heures après, on a genre 45 réponses. Et puis t'as que de la chance. Ça, c'était beaucoup de chance, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance sur l'open rate et sur le click rate. 45 réponses. Il voit là où ça marche et où ça marche pas dans son produit. Et
je pense qu'il y a eu un vrai switch dans son cerveau à ce moment-là. À l'époque, il va voir mon boss chez BAM et il lui dit le futur vient d'arriver chez BAM. Ça devrait être le standard dans tous les projets. Et là, je me dis ok, on a tapé une veine. En fait, on a touché quelque chose où on arrive très rapidement en fait à montrer la valeur de la research avec un coût et une friction qui est minimum en fait pour le client, pour les testeurs, pour tout le monde qui fait partie de ce process-là. Et à partir de là, en fait, on a commencé à faire du maze sur tous les projets qui arrivaient chez BAM. Et c'était intéressant parce qu'en fait, pour tous les designers, le plus gros challenge qu'on a, c'est que tous les gens qui sont assis à la table sont des designers. En fait, toi, t'es designer, c'est ton métier, et en tant que métier, et surtout en tant que UX designer, ta force et ton expertise, elle est dans le fait que tu sais pas les choses. En fait, elle est dans le fait que tu sais tester et tu sais que tu dois tester des choses. Et c'est une expertise qui est très différente en fait des autres expertises parce qu'en fait un dev on lui demande d'être expert dans son domaine et n'importe quel autre métier qui touche au produit on leur demande d'être expert, mais le designer c'est très particulier. Et du coup comme tout le monde autour de la table est un designer, en fait souvent le design c'est la décision elle est prise par comité. En fait c'est celui qui met le plus d'argent sur la table qui va prendre la décision ou c'est celui qui est le plus haut placé hiérarchiquement dans la boîte qui va prendre la décision. Et en fait Maze ça shiftait entièrement la conversation. En fait, on passait d'une conversation qui était extrêmement ego-driven, où en fait les gens disaient je pense versus tu penses, à une discussion où en fait plus personne n'en avait finalement rien à faire de savoir ce que je pensais ou ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Ça transformait la conversation en testons-le et on verra ce que ça donne avec des testeurs. Et du coup, quand on a commencé à voir cette valeur-là apparaître chez des clients, où en fait on voyait que des clients étaient eux-mêmes poussés à vouloir faire plus de tests, on s'est dit ok là il y a de la valeur, les gens sont prêts à payer pour ça. On voit que les tests on peut les faire super rapidement. Ça change complètement le paradigme de comment les gens pensent même la research. Et c'est là qu'on a commencé à se dire on va monter Maze et on va en faire quelque chose. C'est dingue. Ce qui est cool, c'est qu'on voit en fait sur tout ton parcours on va dire l'erreur que tu as fait au début de pas faire de MVP, de pas tester, et en fait tu fais ping, tu testes, et là après tu lances une plateforme de test, mais tu la testes en amont avant de lancer la boîte, tu as tout le recul nécessaire. Moi j'ai une question par rapport à ce que tu as dit, tu parles beaucoup on va avoir juste 5 utilisateurs, on va tester avec eux, et puis voilà. Il y a quand même une règle dans le métier qui dit qu'au bout de 5 utilisateurs, normalement tu as 80% des problèmes. Alors, c'est un mythe qui a été debunk un bon paquet de fois. En fait, c'est un article qui est sorti par Nielsen Norman au début des années 2000. Nielsen Norman, c'est évidemment des gens qui sont extrêmement respectés dans le milieu et eux-mêmes ont écrit un article pour debunk leur propre article. Donc, c'est un peu quelque chose qui traîne depuis des années. En fait, c'était purement empirique. Leur recherche, elle était plus on a accès à 5 testeurs, donc du coup on s'est rendu compte qu'en ayant accès à 5 testeurs, on arrivait à retirer 85% des problèmes de usability. Mais en fait, ils ont fait un article même super récemment sur les tests quanti où ils t'expliquent qu'en fait le nombre de testeurs dont tu as besoin, il est en réalité beaucoup plus grand si tu veux ressortir toute la usability. Et c'est un mythe qu'on essaye un peu de tuer aussi. On a écrit des articles dessus nous-mêmes basés sur les recherches de Nielsen Norman et sur d'autres grands groupes de research qui prouvent qu'en fait on veut pas démotiver les gens. En fait, c'est très bien si tu peux déjà tester avec 5 personnes. Mais la réalité statistique des tests, elle est pas vraie. En fait, tu peux pas tester avec 5 personnes et tirer 85% des learnings de usability. Ok, hyper intéressant. Du coup, je vais mettre l'article que vous avez écrit en description du podcast pour les gens qui sont intéressés, qui veulent aller le lire. Du coup, si on revient un peu sur Maze, tu testes. Là, vous développez une version 1 dans un premier temps que vous préparez, que vous essayez de faire plus jolie, plus pratique. Ouais. Comment vous y prenez ? Au début, c'est vraiment le MVP pur. C'est-à-dire qu'au début, pour te dire, on génère même les heatmaps à la main. En fait, on a de la data et en fait, j'appelle Thomas et je lui dis on a de la data là, on a dans notre database. Est-ce que tu peux me générer des heatmaps pour tel écran ? Mais là, vous êtes encore chez BAM. Là, on est encore chez BAM. Je suis encore chez BAM. Et en fait, il y a un moment qui a été un peu le point de pivot pour nous, qui a été on a commencé à faire un petit site. En fait, on a commencé à vouloir en faire un vrai produit, donc on a commencé à le développer. Moi, j'étais encore chez BAM. Et on a été hunté sur Product Hunt. En fait, Thomas part en vacances. C'était une période un peu compliquée. Thomas part en vacances. Et je me réveille, je sais pas pourquoi, à 6h du matin. Je me réveille jamais à 6h du matin. Et je vois un mail dans ma mailbox c'était pas Ryan Hoover, mais c'était quelqu'un de chez Product Hunt qui me dit écoute, t'es sur Product Hunt dans 2 heures, prépare ta page, on vous pose dans 2 heures. Et du coup, moi je suis là, on n'est pas prêt du tout, mais on est à des années-lumière d'être prêt. Pour te dire, des mails de validation partaient pas, donc je commence à m'activer dans tous les sens pour que ça marche. Et là, on arrive sur Product Hunt, et là, on a vraiment senti qu'en fait, on tapait une veine forte, quoi. C'est-à-dire que en une journée, on a eu peut-être 1500 inscriptions de designers de Airbnb, Amazon, Uber, eBay qui ont commencé à utiliser la plateforme. Et en fait,
on a vu qu'il y avait un vrai besoin finalement, qui était celui de pouvoir rapporter de la data à la design team, qui était vraiment en fait ça, ce qu'on faisait derrière. C'était vraiment la capacité de pouvoir donner de la data à la team design à un moment où ils pouvaient pas avoir de la data. Et on a vu tous ces gens-là commencer à s'en servir. On a vu des gens de chez Airbnb commencer à tester leur nouveauté. C'était assez incroyable. Mais donc à ce moment-là, tu as quand même un produit qui est fonctionnel. C'est pas quelque chose que vous utilisez vous uniquement en interne. Fonctionnel avec plein de guillemets. Ouais. On a un produit qui est une V1, une V05, on va dire, de ce qu'on veut faire, mais assez pour prouver la valeur. Donc il est buggé dans tous les sens, le produit à ce moment-là, mais pour autant, les gens testent, les gens nous font du feedback. Et puis, il y a quelque chose à dire aussi sur le fait de monter un produit pour les designers. Les designers, je pense que c'est la communauté la plus, early adopter, c'est-à-dire que c'est les gens qui veulent tester, mais aussi la plus, je sais pas comment dire ça, c'est la plus bienveillante en fait des communautés. C'est-à-dire que ils vont qu'elle sait en fait exactement ce que c'est de se prendre des retours négatifs. Exactement. Et puis ils veulent faire du feedback par défaut en fait, puisque eux-mêmes en interne, un designer en fait, il prend du feedback et il donne du feedback. Donc on reçoit énormément de feedback sur ce qu'il faut qu'on fasse, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et ça c'était assez incroyable pour nous. Et à partir de là, en fait, à partir de ce point tournant, on s'est dit avec Thomas, écoute, on va commencer à monter Maze en tant que startup. Moi je vais quitter BAM. Lui il a quitté la boîte dans laquelle il bossait. Et en fait on a levé des fonds peut-être 2 semaines plus tard. On a levé $500,000. Et à partir de là, on a vraiment commencé à recruter un peu. La machine était partie. Et la machine était lancée. Avant qu'on parle de tout ce qui est recrutement, j'aimerais bien revenir sur le fait que tu dises qu'il y a des entreprises type Airbnb, eBay, etc. qui testent le produit. Moi, je me suis posé une question qui est quand même que c'est des boîtes armées de user researchers qui sont des personnes qui sont prêtes, qui sont là pour faire des tests. Et finalement, ton outil, il est un peu là pour les court-circuiter. Oui et non. Alors c'est intéressant comme question. En fait, alors il faut savoir une chose, c'est déjà que nous on vend et en fait nos users sont très peu de user researchers. En fait, la manière dont nous on se positionne dans les boîtes en règle générale et la manière dont les gens nous utilisent, en fait, c'est principalement des gens qui sont partis de la product team. Donc ça va être des designers, des product managers. Et en fait, c'est plus pour offload une grosse partie de la research à la product team. Un user researcher, le usability testing, c'est une partie de son travail, mais la réalité, en fait, c'est que toute la partie de discovery, c'est vraiment une énorme partie de ce qu'il devrait faire. Et aujourd'hui, dans les boîtes, en fait, tu as un ratio de 1 pour 10 entre les designers et les développeurs, mais tu as un ratio de 1 pour 1000 entre les développeurs et les researchers. Donc, en fait, même des boîtes très, très éduquées d'un point de vue research, genre Dropbox, ils ont 1200 designers, et ils ont 25 researchers. Donc, du fait de ce ratio, il y a un backlog dans la research qui est énorme et du coup finalement les researchers ils n'ont pas le temps de faire tous ces tests de usability, de comprendre tout ce qui se passe. Donc nous on est plus un super pouvoir pour la product team qui va permettre en fait à la research team de pouvoir se focus sur d'autres sujets que la usability en règle générale. Et 92% de nos users aujourd'hui sont pas des researchers. Donc ça te donne une idée en fait du... Ouais, je vois. Et alors du coup je vais encore un peu creuser cette question parce que tu parles de toute la partie discovery. Mais il n'y a pas très longtemps, vous avez lancé sur Maze une partie de discovery. Est-ce que là aussi, le but, c'est d'aider les user researchers ou c'est plus d'aider les product designers? J'ai pas envie de dire à court-circuiter, mais à aider les user researchers. Ouais, en fait, nous, la vision de Maze, c'est que n'importe qui dans la product team va être capable de pouvoir faire de la research. Alors, ça veut pas dire être un user researcher. C'est deux choses différentes. On pense que le user researcher, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les équipes, le user researcher en fait en interne ça va être celui qui va donner son aval en fait déjà au produit. Donc nous quand on a des calls de vente dans des boîtes, on a toujours le user researcher qui est là et en fait c'est lui qui va donner son aval pour que la team produit puisse utiliser le produit. Et en fait le user researcher il va même éduquer le reste de la team produit à comment run de la research. Un de nos advisors chez Maze, il s'appelle Bezod, c'est le head of research de Slack. Et lui, en fait, son gros travail chez Slack, c'est pas tellement de faire activement de la user research, c'est plus d'éduquer le reste de la product team et même les customer success et tout le monde en fait qui est customer facing à faire sa propre user research. Et en fait, nous on croit que le futur c'est ça, c'est que les user researchers dans les teams, ils vont avoir un côté purement opérationnel et qui va être former des gens à faire de la user research et un côté purement métier qui va être faire de la user research. Et donc du coup, nous on veut être l'outil qui permet à toutes les product teams de pouvoir run de la research. C'est hyper intéressant. C'est top.
Oui, du coup, à terme, votre but, c'est de devenir la plateforme qui permet à tout le monde dans la boîte de faire de la recherche, comme certaines plateformes essayent d'être la plateforme qui fait de la data partout dans... Exactement, ouais, c'est exactement ça. En fait, la research, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, 80% des boîtes font pas de user research, en fait. Donc ça, déjà, en fait, c'est un constat. On pourrait nous dire, mais vous essayez de remplacer user testing, vous essayez de remplacer le work, mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on voit le marché. En fait, nous, ce qu'on essaie, c'est d'éduquer 80% des boîtes à faire de la user research. C'est vraiment comme ça. Ça en fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Et en fait, on pense que on peut faire ça à partir du moment où en fait on a un outil déjà qui est intégré dans les outils que la product team utilise, connaît, que le produit est extrêmement simple à utiliser. Une des grosses emphases de Maze en fait, c'est de rendre ça très simple à utiliser, donc créer des mazes pour les testeurs à utiliser, donc le moins de friction possible pour les testeurs, et très facile à lire en fait aussi. Donc il n'y a pas besoin d'être un user researcher pour comprendre la data qui sort de Maze et pour comprendre les actions qu'il faut prendre à partir de Maze. Notre report, les scores qu'on génère, etc., tout ça en fait ça va dans ce sens-là, ça va dans le sens de démocratisation et de simplification d'un process qui peut apparaître très très complexe. Quand nous on a commencé à monter le produit, on parlait à des gens qui nous disaient mais on n'a pas besoin d'un truc de eye tracking pour faire de la user research, on n'a pas besoin d'avoir un lab en interne dans notre boîte. On était là, mais enfin, tu prends ton ordi, tu vas dans un Starbucks, tu parles à 5 personnes, tu fais de la user research. C'est aussi simple que ça. Nous, on va juste aider à rendre ça at scale et beaucoup plus simple. Et surtout à rendre ça beaucoup, beaucoup plus rapide. Le problème de la user research, en fait, c'est que si ça te prend 2 semaines de designer quelque chose et si ça te prend 3 semaines pour faire de la research, et ben, t'as pas envie de faire de research. Nous, on a transformé un process qui prenait 3 semaines en un process qui peut prendre littéralement 1 heure entre le moment où tu as un proto et un moment où tu as de la data pour te dire ce que tu dois faire, quoi. C'est ouf. Sortons un peu de ce débat et de ce sujet et revenons un peu sur Maze et la façon dont Maze a évolué. Au début, vous étiez un outil de user testing, donc tu mettais en ligne ta maquette et puis tu voyais ce que tu expliquais tout à l'heure, les flows qui sont suivis par les personnes, tu avais un reporting. Vous êtes ensuite allé vers du panel utilisateur. Alors, oui, je peux te parler un petit, si tu veux, je peux te résumer un petit peu le flow, ce sera peut-être plus simple. Je t'en prie, vas-y. En fait, quand on a commencé, on était vraiment une usability testing platform pour InVision. Voilà, c'était le début de Maze, c'était ça. Ok. Et puis ensuite, on a commencé à s'intégrer avec d'autres plateformes. Alors, il faut savoir que quand nous on dit on s'intègre, je vais faire un tout petit virage. Quand nous on dit qu'on s'intègre, c'est important parce qu'en fait, notre intégration, ça veut dire qu'en fait, on travaille activement avec les autres outils de prototypage. Ça veut dire qu'on a accès à du code de ces outils de prototypage pour pouvoir faire l'intégration. Ce qui veut dire qu'en fait, le prototype que tu crées chez InVision, chez Marvel, etc., il va être 100% reproduit chez nous parce qu'on a des accès exclusifs à leur code. Donc ça, c'est beaucoup de travail aussi parce qu'en fait, il faut gérer ces négociations-là. Il faut créer un partenariat qui va durer dans le temps. Pour donner un exemple, pour Figma, on a créé un partenariat pendant 8 mois. En fait, pendant 8 mois, moi, je faisais des allers-retours à San Francisco. On travaillait avec leur équipe technique. Voilà. Donc, on a commencé par être un usability testing platform pour InVision. Et puis très rapidement, en fait, une des grosses requests, c'était c'est très cool, mais le problème c'est que moi et surtout en tant qu'agence, j'ai pas accès aux clients de mes clients. Donc en fait, pour trouver des testeurs, c'est super compliqué. Et donc là, on a commencé à créer un panel de 70 000 testeurs aux États-Unis qui est available on demand, mais c'est pas notre business model. Nous, on a un panel, mais je vais expliquer un petit peu comment ça s'inscrit dans notre vision. Mais le panel, c'est un peu c'était notre MVP de comment est-ce qu'on pouvait permettre à des gens qui n'avaient pas de testeurs de quand même avoir accès à des testeurs. Et notre panel, il est très peu cher, surtout quand tu le compares au reste du marché, et il te permet d'avoir des tests et des testeurs très très rapidement. C'est une façon de démocratiser aussi l'outil. Exactement. En fait, pour les gens qui n'ont pas de testeurs, tu peux avoir 50 testeurs en moins d'1 heure et demie. Donc c'est quelque chose qui te permet de faire des tests très rapidement. Et puis la next step logique pour nous, c'était vraiment la research. En fait, pendant longtemps, Maze, c'était juste, tu pouvais créer des missions, donc tu pouvais faire ces missions. Et puis finalement, les gens nous demandaient de pouvoir poser des questions, des ratings, tout ce que tu pouvais faire en fait dans de la research. Et à l'époque, notre MVP de ça, c'était juste, tu pouvais embed un Typeform à la fin de ton test. Et le problème, en fait, c'est que tu avais de la data qui vivait chez Maze et tu avais de la data qui vivait sur Typeform ou sur Google Form ou sur ce que tu disais. Et tu pouvais pas recouper en fait la data. C'est-à-dire que tu pouvais pas dire montre-moi les gens qui ont dit qu'ils étaient des hommes de plus de 25 ans et qu'est-ce qu'ils ont fait sur la mission 1. C'était pas possible. Donc du coup, on a intégré ça chez nous aussi. Et ça a été une des grosses étapes parce qu'en fait, elle nous faisait passer d'une plateforme de usability testing à une plateforme de user research, puisqu'en fait, finalement, les gens maintenant pouvaient run de leur research. À partir de là, en fait, on a commencé à faire grossir cette notion de research en interne. On développait de plus en plus de blocs, comme on les appelle. Et récemment, on a sorti Maze Discovery, justement, qui est le même concept que ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a retiré cette notion de prototype. Donc, tu vas pouvoir faire en fait ta research, donc du tree testing, du card sorting, et puis tous les autres types de blocs directement dans Maze aussi, parce qu'en fait, on a cette vision chez Maze que
toutes les étapes de production produit en fait devraient être testées et itérées de la même manière que ce qu'on fait aujourd'hui pour le design en fait. Donc que ce soit l'idéation, donc comment est-ce que je valide une idée, une feature, comment est-ce que je valide mon design, comment est-ce que je valide plus tard le post-production aussi, et tout ça en fait ça va être intégré chez Maze avec cette idée de presque comme du CI, je sais pas si tu vois le Continuous Integration pour les développeurs, ouais, mais pour le produit. Pour expliquer un petit peu, c'est du coup c'est ce qu'on appelle de l'intégration continue, donc où à chaque étape il y a un check qui est fait pour s'assurer que ce qui va sortir marche bien, que ça pète pas, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des régressions. Donc vous voulez faire la même chose pour le design. Pour le produit en règle générale en fait okay. Que tu te dises et c'est un peu vers ça qu'on s'oriente en fait, c'est vraiment ce qu'on s'appelle maintenant une rapid testing platform, avec cette idée que tu vas pouvoir tester ta copie, tu vas pouvoir tester, aujourd'hui on a pas mal de gens du marketing qui servent de Maze, tu vas pouvoir tester ta copie, tu vas pouvoir tester ton pricing, tu vas pouvoir tester toutes ces choses-là. Et on va générer des templates qui vont te permettre de les tester très très rapidement aussi, sans avoir besoin d'avoir de connaissances en research. En fait, demain, on imagine un monde où tu es un marketing et tu dis j'ai de la copie à tester, tu as juste ton texte, on va te générer un template de comment est-ce que tu testes de la copie, qui va te scorer ta copie, tu copie-colles ton test dans Maze et tu vas avoir ton output qui va être est-ce que ta copie elle marche ou elle marche pas. Même chose pour le pricing, même chose pour... Donc tu t'affranchis même du design. En fait, le design, c'est une étape parmi l'étape générale qu'on essaie le produit général qu'on essaie de mettre en place, qui est cette espèce de CI pour le product. Super. Et là, c'est vraiment votre vision à vous, sur la vision long terme. J'imagine que vous avez des utilisateurs aussi qui ont des retours. Ouais. Comment vous obtenez ces retours ? Alors, on a plein de manières de capturer les retours. Donc, on a une manière quanti. Donc, sur le site, on a un alt qui va te permettre en fait de capturer des retours et les gens peuvent nous faire des feature requests, nous faire des retours utilisateurs. D'accord. Tous les mois, on fait un Customer Advisory Board. Donc, on a 250 personnes dans notre Customer Advisory Board. Nos 2 Customer Success Managers prennent chacun une semaine et demie à faire des calls avec eux. Et à côté de ça, donc ça, c'est notre côté... c'est le côté User Researcher, ça. Et c'est le côté User Researcher, exactement. Ça, c'est le côté plutôt, on va dire... collecte active de feature request, on va dire, de comprendre leur usage, leur use case, qui sont les personas qu'on target et pour quel type de feature. Et ensuite, on fait évidemment énormément de Maze. Donc ça, c'est la dernière partie. Pour comprendre un peu comment on fait des Maze, on est en train d'écrire un article dessus. Mais en gros, je sais pas si tu connais ShapeUp de Basecamp. Je voulais te poser des questions dessus. Voilà. Alors tu peux y aller. Alors en gros, nous on a un process où on a un cycle de 6 semaines de production et suivi d'un cycle de 2 semaines de cooldown sur lequel on produit rien. D'accord. Ce cycle de 6 semaines, alors je sais pas à quel point tu veux que j'en dans les détails parce que ça peut être très très long. Je vais te poser des questions au fur et à mesure. Vas-y. Ok, alors je vais faire la version courte et ensuite on pourra dive dans les détails. Mais en gros, ce cycle de 6 semaines, avant de commencer ce cycle, on va faire ce qu'on appelle une betting table, dans laquelle en fait notre product manager, il va avoir récolté plein de feedback et d'insights qui vont être collectés des différentes manières que j'ai décrites juste avant, et il va créer des pitchs. En fait, il va dire, il y a toutes ces features là qui existent ou toutes ces requests là qui existent, et en gros, elles ont toutes de la valeur pour les utilisateurs. Et ensuite, on va tous se poser et se dire qu'est-ce qui a le plus de valeur. On va tous, tout le management en fait va se poser, et va voter. En fait, va dire ça a plus de valeur pour moi, ça a moins de valeur pour moi, et on va choisir qu'est-ce qui va rentrer dans le cycle de développement. Une fois qu'on est rentré dans le cycle de développement, en fait, on attribue des squads. C'est des squads de 3 personnes, de développeurs et designers. Et la première semaine, en fait, le premier jour, on va avoir un kick-off meeting sur lequel on va faire un discovery meeting. Ce discovery meeting, en fait, on va parler de la feature ou du problème. Parce qu'en fait, quand on est à la betting table, en fait, on va pas forcément bet sur des features, on va pouvoir bet sur un problème. Tu vois, par exemple, ça va être améliorer la qualité des testeurs, ça va être n'importe quel problème qu'on pense devoir adresser. On va juste le poser. Donc comme pas nécessairement un problème produit. Pas nécessairement un problème produit, exactement. Et en fait, la squad, elle est propriétaire de la solution. Donc en fait, la squad a le problème et c'est elle qui va déterminer comment est-ce qu'elle veut résoudre ce problème-là en runant sa propre research. Donc du coup, le premier jour, on va avoir un kick-off meeting, on va parler de tous les problèmes qui sont liés à ce problème-là et on va créer un discovery project qu'on va envoyer directement à nos utilisateurs. Donc, ouais. Pour revenir sur la squad, qui compose cette squad ? T'as forcément un PM ou ça peut être des gens du CS ? Est-ce qu'il y a forcément des devs dedans ? Alors tu peux avoir le stakeholder, ça va être celui qui a amené le pitch. Donc ça peut être un CS, ça peut être moi, ça peut être le CTO, ça peut être vraiment n'importe qui. Ensuite, on a 2 développeurs, un designer, quasiment à chaque fois. Tu peux avoir moins de développeurs si le projet demande moins de ressources techniques, mais c'est rare qu'il n'y ait pas au moins l'un des deux. Et un product manager qui agit comme une sorte de
enforcer de la méthode plutôt que c'est un peu comme un Scrum Master plutôt que comme quelqu'un. Il n'y a pas de project manager chez Maze dans l'esprit en fait. Okay, lui il est plus là pour s'assurer que tout fonctionne bien et que ça avance comme il faut. Exactement. Et du coup à partir de là donc on a ce kick-off meeting de discovery où là on va sortir tous les problèmes et à partir de ça à la fin de ce meeting on crée un discovery project qu'on envoie directement à nos utilisateurs et là en général on a une centaine de réponses dans la journée sur lesquelles on va pouvoir ça me fatigue. T'as des retours beaucoup trop facilement. Exactement, mais je pense qu'on a créé une culture de ça aussi où en fait un des trucs qu'on a développé assez tôt, c'était cette espèce d'early adopter board sur lequel en fait on peut contacter des gens qu'on est en train de développer aussi en interne, je pourrais t'en parler. Mais dans l'esprit, c'est ça, c'est cette idée de pouvoir directement avoir de la data. Donc en fait, on va dire on a toutes ces questions-là. Tu vois par exemple quand on a commencé à développer les conditions, donc la capacité pour les gens de pouvoir dire si quelqu'un répond oui à cette question, amène-le vers tel bloc et sinon amène-le vers tel bloc. On avait plein de questions en fait sur l'implémentation. Est-ce que les gens ils veulent créer la logique à la fin du test ou est-ce qu'ils veulent le créer pendant le test, dans le bloc lui-même? Et en fait, on a commencé à poser tout ça dans un discovery. On l'a envoyé directement. On a eu plein de réponses alors qu'on avait des débats en interne de malades. On a fait, ok, on sait exactement comment avancer. Et à partir de là, on commence. Et là, on a une semaine de research. Donc, la research, qu'on appelle la research, en fait, c'est plutôt une semaine pendant laquelle, à partir de ce discovery, le design va commencer à émettre un premier design, donc un premier flow. Les développeurs vont sortir toutes leurs problématiques dev, donc qu'est-ce qui est compliqué à faire, est-ce que la database permet de faire ces choses-là ou pas. Et à la fin de la semaine, le but c'est pour la dev team de pouvoir définir ce qu'on appelle des slices, donc de pouvoir définir comment tu découpes le projet exactement pour sur ces 6 semaines, comment est-ce que ça va être découpé. Et pour le design, ça va être de créer des mazes en fait. Donc le but c'est de pouvoir dire à la fin de cette semaine-là, on a un proto qu'on va pouvoir envoyer en test et de faire le premier maze user testing. Et à partir de là, la design team va commencer à faire ses itérations de design en envoyant le maze. Donc le lundi, on envoie le premier maze. Et là, on essaie d'avoir pareil 50-100 testeurs sur le maze sur lesquels on va pouvoir prendre des décisions et voir ce qui marche et ce qui marche pas. Ce qui marche, on l'envoie à la team dev pour commencer à intégrer. Ce qui marche pas, on itère dessus. C'est trop bien. Je voudrais juste revenir sur un point pour essayer de bien comprendre. Ce cycle-là de chercher, enfin de lister les features ou en tout cas les problèmes, développer, voir avec les devs, je veux dire réfléchir aux problèmes, ça n'a pas lieu durant ces 6 semaines. C'est avant. C'est au début, c'est la première semaine des 6 semaines. Ok, donc en une semaine, tu mets problème, solution, discovery et découpage. Exactement. C'est intense. C'est intense. C'est une semaine de kick-off, mais en fait, elle est un peu intense parce qu'elle demande surtout aux designers du coup de produire. Après, je dis pas que c'est du très high fidelity à ce moment-là en fait. C'est juste histoire de valider les flows et de valider que les gens comprennent. En fait. En amont, il faut bien comprendre que déjà, nous, on fait de la research. Donc déjà, en amont du projet, on a pas mal de research qui est fait sur est-ce que les gens veulent cette feature ou veulent pas cette feature? Est-ce que les gens sont intéressés par ce problème ou pas intéressés par ce problème? Donc déjà, ça enlève une grosse partie de la problématique, puisqu'en fait, les gens qui rentrent dans le cycle, ils savent très bien qu'ils travaillent pas sur un truc qui a pas de valeur pour les gens. D'accord, c'était une question que je voulais te poser qui était pendant ce betting meeting où vous montrez tous les problèmes. En fait, il n'y a pas de débat de est-ce que c'est utile ou pas. Vous savez déjà d'avance qu'il y a des problèmes et vous classifiez juste lequel est urgent. Exact. Chaque pitch a 50 trucs de data d'amplitude, 50 charts de data d'amplitude, 50 charts qu'on a de nos utilisateurs qui nous font des requests. On a des tickets dans tous les sens. Donc vous avez zéro débat, tout va exactement. C'est plus une histoire de priorisation qu'une histoire de est-ce que ça a de la valeur. En fait, c'est plus une histoire de tout a de la valeur en fait pendant le pitch meeting, ce qui est souvent problématique. Quels sont les OKR du quarter et lequel de ces pitchs va avoir le plus d'impact sur ces OKR. Ok, et comment vous mesurez ça? En gros, pour chacun de ces pitchs, on va estimer un impact. En fait, on va dire ce pitch-là, par exemple dans le cas des conditions, c'est une feature premium. On va dire ça augmente l'usage parce que c'est un meilleur usage de la plateforme. Et d'un autre côté, ça augmente aussi la conversion en interne. Donc du coup, ça va avoir un impact sur ces deux OKR qui sont un OKR de conversion, un OKR et on fait ce bet là. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un betting table. C'est que c'est un pari. Ok, je comprends. Et ok, du coup, après, pendant les 5 semaines restantes, il y a du dev et vous continuez d'itérer au fur et à mesure de telle sorte à ce qu'à la fin, vous ayez une feature qui soit nickel chrome, qui marche et qui n'ait plus de problème. Exactement. Et ça, c'est un des gros challenges, c'est qu'en fait, ce qui est génial avec ce format, en fait, c'est que ça force tout le monde à réfléchir à MVP. Parce qu'en fait, il n'y aura pas plus de temps que ces 6 semaines, de toute façon. Tu peux pas déborder des 6 semaines. Et si à la fin des 6 semaines, c'est la release. Donc, quoi qu'il advienne, ce sera release. D'accord. Si la feature est pas finie ou si y a eu un problème de scope ou quoi que ce soit, il va falloir retourner à la betting table en expliquant pourquoi il faut réinvestir du temps en fait dans cette feature ou dans ce produit-là. Donc vous réattaquez 2 semaines après. Exactement. Mais ça c'est que si les gens votent pour cette feature-là en fait.
c'est un vote qui est très difficile parce qu'en fait, si on a déjà passé 6 semaines de temps, c'est beaucoup 6 semaines, sur une feature et qu'elle a pas vu le jour ou qu'il y a eu des problèmes, on va avoir encore moins envie de repasser 6 semaines dessus et de réinvestir du temps. Donc du coup, ça force la product team aussi, quand elle pense la solution, à se dire qu'est-ce qu'est la vraiment minimum valuable product qui va pouvoir nous permettre de prouver que ça a de la valeur et de retourner à la betting table, parce qu'il vaut mieux retourner à la betting table en ayant un truc live et prouver que les gens sont frustrés avec ce truc live parce qu'il n'y a pas assez de features, qu'avec un truc qu'on peut pas release parce qu'il n'est pas fini. Ouais, donc du coup, dans ce process-là, bon, déjà vous dérisquez pas mal puisque vous savez quels sont les problèmes. Après, vous faites de la discovery et des tests sur Maze, donc vous dérisquez encore plus. Mais après, vous suivez quand même la feature pour voir ce qu'il y a et vous reprenez à partir de là. Et si problème il y a, ça recommence. Exactement. C'est exactement ça. C'est hyper intéressant. Vous faites quoi pendant les 2 semaines de repos? Alors, les 2 semaines de cooldown, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a implémenté ça il y a quelques mois maintenant. Avant ça, en fait, on faisait vraiment des cycles classiques de 2 semaines de sprint. Et en fait, on se rend compte que c'est ce que notre product manager appelle les seatbelts. En fait, quand tu rentres dans une voiture, s'il y a une ceinture, tu y penses pas. Mais s'il n'y a pas de ceinture, tu te dis c'est quoi cette voiture. Et en fait, il y a plein de choses comme ça dans le produit qui existent, où en fait, tu as plein de petits problèmes que tu peux jamais adresser parce que finalement, ce sera jamais assez gros pour entrer dans un cycle, mais que tu dois adresser. Donc, ça va être des problèmes de design, des problèmes de développement. Et à côté de ça, tu as aussi des choses d'amélioration des process de dev et de design que tu veux mettre en place, que ce soit améliorer ton design system, que ce soit améliorer ton test coverage pour les développeurs. Et du coup, ces 2 semaines de cooldown, en fait, c'est des semaines où il est interdit de produire. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit ouais, tu peux pas produire pendant ces 2 semaines. Tu dois juste améliorer ton environnement de travail. Tu dois améliorer. Et ça, et améliorer les features que tu viens de release aussi. En fait, quand tu as release, tu travailles quand même dessus. Voilà, tu peux fixer des choses, mais tu peux pas créer de nouvelles features. En fait, tu peux pas créer quelque chose de nouveau pendant ces 2 semaines-là. C'est vraiment des semaines dédiées au bug fix, à l'amélioration de ton environnement de travail. Et justement, j'ai une question parce que là, sur des cycles de 6 semaines, c'est quand même des grosses features. Pour les toutes petites, par exemple, je sais pas, créer quelque chose de nouveau. On va prendre un exemple bête, mais créer un nouveau bouton pour accéder à l'interface plus facilement. Ouais. Ça rentre pas dans 6 semaines. Non. Alors du coup, déjà, tous les cycles font pas 6 semaines. En fait, le cycle fait 6 semaines, mais tu peux créer tu peux faire des pitchs de 3 semaines dans le cycle de 6 semaines. Donc, tu peux faire des demi-pitchs, en gros. Et du coup, la squad pourrait être sur 2 pitchs de 3 semaines, à la place d'être sur un pitch de 6 semaines. Et l'autre chose, en fait, c'est que toutes ces petites features, tu vas en avoir plein. En fait, déjà, des feature requests, on a un backlog de ID backlog qui doit faire 5 pages. Il faut accepter 2 choses quand tu fais du produit, je crois. D'une part, il faut accepter que tous les produits ont des bugs. Donc, du coup, cette notion-là, elle est importante parce qu'en fait, pendant longtemps, quand on était dans ces cycles de 2 semaines, tu sors et tu rentres du cycle en permanence et tu essaies de fixer tout ce qui arrive, en fait. Donc déjà, ces 2 semaines de cooldown, elles te permettent d'adresser ces choses-là, ces bugs, etc. Et d'autre part, il faut accepter que tu as des feature requests qui sont toujours là, d'une part. Chez Y Combinator, ils apprennent très tôt qu'en fait, au début de chaque nouveau cycle, tu clean entièrement ton backlog. Parce qu'en fait, vous faites on le fait pas. On devrait. Parce qu'en fait, le backlog, c'est une charge mentale qui est très forte. Quand tu es une team produit, tu as un backlog rempli avec de quoi faire 3 ans de backlog, en fait, tu dis, on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. C'est hyper démotivant. C'est hyper démotivant. Et du coup, cette notion de backlog, ça devient très vite démotivant. Et la manière dont nous, on approche ça, c'est qu'on dit, en fait, tu vois, ton exemple de bouton ou ton exemple, tu vois, je sais pas, chez Maze, des gens veulent pouvoir customiser un peu plus leur report, changer les typos de quelque chose. Et en fait, tout ça, si on arrive à créer un ensemble cohérent, on va créer un pitch, mais qui va inclure plein de choses. Donc, on va dire, par exemple, améliorer la customisation. Ça va inclure pas juste cette chose-là. On va essayer de transformer ça en un pitch de 3 semaines qui va inclure aussi cette feature-là. Mais il faut qu'on puisse la prioriser aussi par rapport à nos OKR en interne. Et comme toute startup, on a des ressources limitées, du temps limité et des requests illimités. Donc, tu dois accepter cette notion que tout sera pas fait et que tu vas devoir prioriser ces choses-là. J'aime beaucoup cette idée d'organisation parce qu'en fait c'est quelque chose de nouveau. D'habitude j'entends toujours les mêmes explications et toi en fait vous revoyez complètement la façon d'organiser. C'est vraiment en lisant ShapeUp de Basecamp que vous avez mis ça en place? En fait ShapeUp c'est encore plus simple que ça. Nous on s'est approprié ShapeUp parce que ShapeUp par exemple ça inclut pas Maze typiquement ou de semaines de research. En fait on a pris ShapeUp et tout le concept de ShapeUp c'est ça, c'est que 6 semaines de prod, 2 semaines de cooldown. 6 semaines du coup vraiment dédiées à ça et on a beaucoup aimé ce concept là et vraiment nous on se l'a approprié en incluant de la research, on se l'a approprié en incluant ces idées de micro backlog qui vont se transformer en gros backlog, donc ouais, mais ShapeUp je le conseille à toutes les boîtes avec lesquelles on travaille. Justement pour nos auditeurs qui se demandent qu'est-ce qu'est ShapeUp, parce qu'on l'a pas expliqué, c'est un bouquin en ligne qui a été écrit par Basecamp
Et je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé pour lire ce document. Ouais. J'ai voulu le lire pour préparer cette interview et en fait c'était très très long, donc c'est pour ça que je préfère qu'on en parle ensemble. C'est assez dense. Après, si ça t'intéresse, je peux aussi vous partager. En gros, nous en interne, on fait un truc qu'on appelle les Smarter Lunch. Donc c'est un vendredi sur 2, quelqu'un va prendre un sujet qui l'intéresse, qui trouve intéressant, et il va le présenter au reste de la team. Donc, et on recorde ça. On a fait ça pour ShapeUp. Donc si ça peut intéresser l'audience, je peux partager notre lien. Ah mais carrément. Du coup, si tu me l'envoies, je le mettrai dans la description. C'est en anglais, mais du coup notre product manager qui explique pourquoi ShapeUp c'est bien, et c'est comme ça qu'il a eu le buy-in interne aussi de passer sur ShapeUp. Et bah super. Je vais mettre ça dans la description. Tant qu'on parle d'équipe et d'organisation de l'équipe, toi aujourd'hui tu fais encore du design ou c'est... Non, alors j'agis encore comme directeur design, mais je devrais pas. On cherche d'ailleurs, c'est un message au monde. On cherche quelqu'un pour leader la team design. Je mettrai le lien dans la description. Donc je fais plus de design du tout. Je fais même quasiment plus de produits. C'est pas assez récent, ça doit faire un peu plus d'1 an maintenant. Mais ouais, je me suis retiré du produit pour embrace entièrement mon rôle de CEO et de management et de levée et de recrutement. Ça me plaît beaucoup aussi, hein, c'est juste une nouvelle expérience, mais donc ouais, je ne design plus du tout. Vous êtes combien de designers du coup aujourd'hui chez Maze? Aujourd'hui, il y a 2 designers chez Maze. On appelle ça des full stack designers en interne. Alors je sais que c'est un terme qui peut soit plaire, soit énerver, mais enfin qui sont un peu touche à tout. Chacun avec ses particularités. Donc on va avoir Yola qui est plus UX, UI research, là où Victor est plus UX, enfin UI emotion. Donc c'est un peu comme ça qui se complémentent. Et ouais, pour l'instant, on a deux designers pour 11 développeurs, donc on a un plutôt bon ratio. Ouais. Et du coup, en fait, les designers ne vivent pas dans leur coin. J'ai l'impression, ils sont vraiment intégrés à l'équipe, en fait, avec vos meetings. À 100%. En fait, nous, on n'a pas du tout de silo. Et ça, c'est une autre chose de ShapeUp qu'il faut bien comprendre, c'est que ShapeUp, en fait, ça retire la nécessité d'avoir un project manager. Donc, en fait, personne ne s'assure que les projets avancent bien parce qu'en fait, le process de ShapeUp, il est écrit pour toutes les teams, donc elles savent exactement ce qu'elles ont à faire. Ça empower énormément les équipes aussi, en fait, parce que au lieu d'arriver voir les équipes en leur disant, en fait, toute la solution a été pensée et le problème a été déjà réfléchi, et voilà, créer des mock-ups. En fait, ça force les teams design et dev à bosser ensemble. Et nous, ils adorent bosser ensemble, donc ça, c'est un des gros avantages. Et ça les force à penser la solution ensemble. Donc en fait, ils sont propriétaires de la solution. Donc ils vont peut-être se planter parfois, mais c'est pas grave. L'important, c'est que comme ils sont propriétaires de la solution. Ouais. Mais ça, justement, ça implique une confiance de dingue de ta part, plutôt. Mais moi, je pense que tout le principe de monter une boîte, et encore plus monter une boîte en remote, dont on parlera peut-être un peu après, c'est la confiance, en fait. C'est-à-dire que si t'as pas confiance dans les gens avec qui tu travailles, de toute façon, le problème, il est pas dans le fait de donner ou pas des responsabilités, le problème de t'as pas recruté les bonnes personnes. Donc nous, on le voit comme ça. Nous, on fait confiance 100% dans les gens avec qui on travaille. On fait confiance dans leur capacité à penser du produit. Et c'est comme ça qu'on les recrute, d'ailleurs. Et pour l'instant, ça marche très bien. Justement, tu as parlé du remote et j'aimerais bien creuser ce point-là pour continuer un peu. C'est-à-dire que toutes vos équipes sont remote. Aujourd'hui, je crois que tu es le seul à Paris. Seul à Paris. Du coup, tu dois faire confiance, tu dois mettre toute cette équipe ensemble. Vous êtes combien d'ailleurs? Là, aujourd'hui, on est 23 et on sera 30 avant la fin de l'été, je pense. Ok, et avant la fin de l'année? C'est un peu dur de s'avancer. Je pense 35. Je crois pas. Bon, ça c'est un autre débat. Je t'ai déjà lancé maintenant. Je crois pas nécessairement aux équipes, aux immenses équipes. En fait, ce qui est un autre sujet. Et je pense que le remote, ça scale pas de la même manière que les boîtes en non remote. En gros, le remote a un temps de formation qui est plus important déjà d'une part, puisque en fait, t'es obligé de faire du one-to-one en remote pour former les gens, même si c'est très bien documenté, etc., il y a quand même un temps de formation. Et puis finalement, je crois aussi qu'à un moment, organisationnellement parlant, les teams qui grossissent au-dessus de 100 personnes, en fait, elles rajoutent des layers de management, mais elles rajoutent pas des layers de production. Justement, c'est la question vers laquelle je voulais aller. C'est ShapeUp, ça a l'air hyper bien quand t'es une petite équipe. Alors, j'imagine qu'en remote, ça doit être un petit peu plus compliqué, que Basecamp est aussi en remote, donc ça doit pas mal aider. Ouais, exactement. Basecamp, ils sont tout petits. Et en fait, un exemple qu'on donne souvent, c'est InVision versus Marvel. InVision, ils sont 1200 aujourd'hui en remote, donc c'est une des plus grosses équipes remote au monde. Beaucoup de management, beaucoup de middle management. Et tu compares ça, et là, je vais même pas parler du remote, mais tu compares ça par exemple avec un Marvel. Marvel, ils sont 50. Marvel, ils ont 2,5 millions d'utilisateurs, InVision, ils ont 6,5 millions. Ça signifie qu'en fait, avec quasiment mais plus que 30 fois, 40 fois le nombre de ressources, ils font que 3 fois le nombre d'utilisateurs d'un Marvel.
Et en fait, je pense que, et quand j'en parle avec Mourad, le CEO de Marvel, en fait, il y a une espèce de compréhension qui est que les petites équipes, elles gardent une agilité qui est très très forte. Et on le voit avec Notion. En fait, tout ce nouveau monde produit, il prouve qu'en fait, il n'y a plus besoin de ces espèces d'énormes structures managériales, et qu'en fait, tu peux aller très vite et très bien avec des petites équipes, Basecamp, Notion, tous ces produits ont réussi à le prouver. Maze, exactement. Chouette. Si tu veux bien, on va revenir un petit peu sur les questions plutôt de Maze, des features et des personnes qui l'utilisent. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien d'utilisateurs vous avez ? Ouais, aujourd'hui, on atteint les 40 000 utilisateurs chez Maze. Ah, félicitations. Merci. Tu es sur une plateforme entièrement à distance, plus besoin de rencontrer les utilisateurs, de les appeler, etc. Ouais. Il y a dû y avoir une période plutôt propice pour vous ces derniers temps ? Ouais. Avec le Covid, du coup, comme la recherche utilisateur s'est pas mal démocratisée, t'as vu une augmentation des utilisateurs sur la plateforme liée à ça ? Ouais. En gros, alors oui, pour répondre à ta question d'abord sur le Covid, oui, ça a eu un impact. Ça a eu un double impact en fait. Ça a eu un impact parce que du coup, toutes ces équipes qui faisaient de la research en face-to-face, elles ont dû se demander finalement comment on fait ça en remote. Donc ça a eu un impact positif pour nous. Et surtout dans les grosses entreprises, en fait, où on a vu ces problématiques-là où et il fallait se structurer très vite, ils savaient pas trop comment faire, et en fait, on a eu une sorte d'inbound assez fort de ces entreprises-là. De l'autre côté, et c'est encore le cas aujourd'hui, je pense, dans la plupart des boîtes, le design et encore plus la research, quand des boîtes ont plus de budget, ça va être une des premières choses qu'on va essayer de cut. Donc en fait, c'est une espèce de double-edged sword, qui est que d'un côté, oui, ça nous a aidé. D'un autre côté, c'est vrai que quand une boîte elle galère à garder des gens, le pôle design, c'est un des premiers qui saute. Et donc du coup, s'il y a plus de pôle design, il y a plus de pôle Maze. Je comprends. Toujours sur cette notion de Covid, j'ai reçu un message de Arjo sur Twitter. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me suivre sur Twitter, généralement, j'annonce les invités qui vont arriver dans le podcast un peu en avance, et vous pouvez leur poser des questions que je leur pose ensuite. Donc Arjo, il demandait, avec la crise sanitaire, est-ce que tu as vu des demandes différentes de la part de tes utilisateurs pour développer le produit Maze ? Ouais, alors on n'a pas eu de demandes différentes particulièrement. Je pense que la plateforme, elle n'a pas été tellement... Le Covid, en fait, il a juste mis en exergue ce use case-là, qui est la remote research, mais il n'a pas tellement changé nous, ni ce qu'on fait, ni ce qu'on voulait faire, en fait. Je pense que ça n'a pas eu un impact si fort là-dessus. Je pense que le plus gros impact pour nous, finalement, de ce Covid, ça a été l'éducation, en fait, parce que notre plus gros challenge en tant que boîte, et ça je dis ça de manière très humble, hein, mais les gens quand ils rencontrent Maze, c'est très rare qu'on convertisse pas les gens à utiliser Maze. En fait, c'est très rare que des équipes produits qui rencontrent Maze se disent c'est vraiment un truc dont on n'avait pas besoin. C'est quelque chose qui est très facilement implémentable en fait dans un workflow. Ça s'intègre exactement avec les outils qu'ils utilisent déjà. Donc généralement c'est quand même notre self-serve, il marche très bien et c'est très facile pour les boîtes de s'onboarder. Le plus gros challenge qu'on a, c'est un challenge d'éducation en fait. Il y a un parallèle qu'on fait souvent. Qui est celui d'InVision il y a 10 ans. En fait, ce parallèle, il consiste à dire, il y a 10 ans, il y avait deux types de boîtes. En fait, il y avait des grosses entreprises qui pouvaient se permettre de faire des prototypes en HTML et CSS à partir des mock-ups. Il y avait le reste du monde qui faisait rien, qui avait des mock-ups et qui partait en développement. Et puis, il y a 10 ans, 7 ans, InVision arrive et en fait change complètement la manière dont les gens pensent un prototype. Et à l'époque, les gens auraient pu dire vous faites juste un meilleur HTML et CSS. Mais la réalité, en fait, c'est que d'un coup, on est passé d'un monde où finalement personne faisait de prototype à un monde où le prototype, c'est devenu le standard de l'industrie et tout le monde fait des prototypes et ça a créé cette espèce d'industrie qui vaut des milliards de dollars aujourd'hui. Et nous, en fait, la manière dont on voit la research, c'est exactement le même constat qui a été fait à l'époque du prototype. Qui est en fait, aujourd'hui, on a deux types de structures. On a des grosses entreprises qui peuvent payer des millions de dollars pour faire de la research. Et le reste du monde qui navigue à vue et qui fait pas de research. Et en fait, c'est celles qui en ont presque le plus besoin parce que Airbnb, s'il fail, c'est pas très grave. La startup de 30-40 personnes qui fail, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Et du coup, nous, on voit le même constat et en fait, on a la même approche qui consiste à dire, là où InVision disait, vous avez déjà des mock-ups, pourquoi est-ce que vous transformez pas ces mock-ups en prototypes ? Nous, on dit, vous avez déjà un prototype, pourquoi vous transformez pas ce prototype en research ? Et en fait, c'est cette approche-là d'éducation qui est importante pour nous. Comment tu l'as fait cette éducation ? Parce que j'imagine que juste venir les voir, leur dire vous avez un prototype, maintenant vous utilisez notre produit, et c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, on fait beaucoup de content déjà dans un premier temps. On fait des podcasts entre autres. On essaie de faire ce qu'on appelle du thought leadership. Donc on va essayer de parler du produit, on va essayer de parler du problème. Et en fait ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. InVision, quand ils sont allés sur le marché, ils ont dû non pas éduquer le marché sur InVision, ils ont dû éduquer le marché sur les prototypes en fait. Et nous on est un peu sur la même problématique en fait. On n'est pas en train d'éduquer le marché sur Maze, on est en train d'éduquer le marché sur
tester votre design en fait. Et ça veut dire qu'en fait, quand tu cherches sur Google test Figma, le nombre de research elle est très faible. Donc en fait, nous, il faut qu'on éduque d'abord sur le problème avant d'éduquer même sur la solution qui est Maze. Mais en plus, vous devez éduquer les personnes qui ne sont pas vos utilisateurs. Exactement. Donc nous, nos utilisateurs actuels, actifs, etc., c'est des gens en général qui soit faisaient déjà de la research, soit voulaient faire de la research. En fait, il y avait déjà une volonté très forte de research. Donc ça, pour nous, c'est un peu nos clients idéaux, ça se dit, ouais. Nos clients idéaux, c'est vraiment des gens qui voulaient faire de la research et qui du coup trouvent un meilleur moyen de faire de la research chez Maze. Demain, il va falloir commencer à éduquer de manière presque massive. En fait, toutes ces boîtes-là, c'est 80% de boîtes qui font pas de research. Et on pense que justement, on éduque d'une part avec du content, mais on éduque aussi par un produit qui est très 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 facile à utiliser pour n'importe qui dans la team. En fait, si tu espères que ton produit soit utilisé par des researchers mais qu'aucune team n'a de researchers, de toute façon tu vas pas pouvoir rentrer dans la boîte. Nous, le but c'est que vu qu'on essaie de targeter des designers, des product managers, des product marketing, n'importe qui en fait qui fait des expériences qui sont customer facing, et ben on a beaucoup plus de chances d'entrer dans une boîte par n'importe quel biais. C'est quoi les prochaines étapes pour Maze? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, qu'est-ce qui arrive? Alors d'un point de vue purement produit, on a une grosse étape qui arrive bientôt là qu'on va lancer en test dans quelques semaines qu'on appelle le TRM. C'est comme un CRM mais pour tes testeurs. D'accord. En gros, quand on bosse avec pas mal de très grosses boîtes, on bosse avec IBM, SAP, pas mal de boîtes qui sont soit très éduquées d'un point de vue design, soit pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte très vite qu'il n'y avait pas de standard dans la manière de collecter des utilisateurs et des testeurs. Donc du coup, dans certaines grosses boîtes dont je peux pas nommer, des boîtes qui font littéralement des centaines de milliards de revenus. La manière dont ils gèrent les testeurs, c'est des Google Spreadsheets qui partagent entre les départements avec des listes d'emails que tu peux contacter en tant que testeur. Donc du coup, nous, le but, c'est de streamline et de standardiser la manière qu'ont les gens de collecter des testeurs. Et en fait, ça s'inscrit beaucoup dans cette logique de CI qui est en fait de dire, demain, si tes testeurs existent chez Maze, et que tu peux filtrer tes testeurs chez Maze, tu peux dire, je veux targeter que les hommes qui ont plus de 25 ans, et qui ont dans un test précédent dit qu'ils préféraient le Coca au Pepsi, et ben dans ce cas-là, tu vas pouvoir tester de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, si Maze est rapide, c'est-à-dire si le process de testing est rapide, mais que le process pour aller trouver les testeurs, il est toujours très lent, et 2, pour envoyer un test, il est toujours très lent, en fait, on n'a pas rendu le process plus rapide. Donc nous, c'est cette partie-là aussi du process qu'on essaie d'accélérer. C'est hyper intéressant. Tu m'as totalement convaincu. Parce que c'est des problématiques qu'on a même dans une petite boîte, en fait, de savoir qui a fait quoi, à quel moment. Puis tu as un designer qui fait quelque chose, un autre qui le fait. À la fin, tu recroises et tu te rends compte que c'est la même personne. Exactement. Et du coup, nous, c'est ce qu'on fait en interne. En fait, quand je te parlais de notre Customer Advisory Board, en fait, ça fait 1 an que nous, on fait ça en interne et qu'on se dit, ça, c'est quelque chose qui aurait de la valeur pour nos utilisateurs aussi, pas que pour nous. Et pour nous-mêmes, en fait. Donc, en plus, vous avez le temps de crash tester le truc pendant un an pour voir... Exactement, voir ce qui marche et ce qui marche pas en interne. Et ça, c'est quelque chose qui sort bientôt. Mais ça, c'est hyper pratique, en fait, parce que vous êtes vos propres testeurs, vos propres utilisateurs. Enfin, Et on est nos propres utilisateurs, ouais, exactement. Et le truc qu'on trouve super intéressant, c'est qu'en fait, il existe des databases en ligne, tu vois, tu peux utiliser Airtable pour faire ça. Il existe des plateformes de test, mais en fait, combiner les deux, ça donne une force qui est assez extraordinaire à la plateforme, c'est que en fait, ta database de testeurs, elle devient plus intelligente au fur et à mesure que tu l'utilises, en fait, puisque toutes les données que tu récoltes pendant tes tests deviennent des données qui viennent alimenter les métadatas de tes testeurs, en fait, où tu peux savoir finalement si quelqu'un a échoué dans un test précédent ou si quelqu'un a répondu à une question. C'est quelque chose que tu peux filtrer plus tard. C'est hyper puissant pour pouvoir retester ensuite si tu as fail sur un test. C'est ouf. J'ai une autre question qui sort un peu de tout ce qu'on s'est dit. C'est plus sur la partie recherche asynchrone, parce que c'est votre outil. Mais moi, je pense aussi à Hotjar, que j'utilise beaucoup dans mon taf, pour voir les comportements des personnes. Votre plateforme, elle est hyper pratique parce que tu l'envoies à n'importe qui, tu as plein de tests, tu as plein de retours, mais tu as peu de fois le pourquoi la personne arrête, pourquoi elle a cliqué comme ça. Ouais. Comment vous essayez de travailler pour dépasser ce problème? Ouais, alors les conditions, justement, c'est quelque chose d'assez énorme qu'on a fait pour ça. En fait, nous, on fait du unmoderated testing et le concept du unmoderated testing, justement, c'est que t'es pas là. Donc, du coup, quand tu fais du face-to-face interview, l'avantage, c'est que quand tu vois ton testeur qui misclique 40 fois sur ton prototype, tu peux lui dire qu'est-ce que tu essayes de faire. L'inconvénient de le faire en unmoderated, c'est que t'as pas, en fait, cette réflexion-là. Et en fait, les conditions, ça amène un sens de moderated dans le moderated. En fait, vu que tu peux créer des conditions qui disent si quelqu'un fait des misclicks, si quelqu'un give up, tu peux le rediriger vers un autre pan du questionnaire.
ça remplace pas 100% le modalité de testing, mais ça aide déjà énormément à essayer de capter le pourquoi pendant la phase de test. C'est quelque chose que vous avez sorti la semaine dernière, si je me trompe pas, au moment où on enregistre en tout Exactement, cas. La semaine dernière. Et vous avez des très bons retours sur ça? On a des très bons retours dessus. Les gens s'en servent très bien. Donc c'était une énorme feature request. Hein. On l'a pas inventé nous-mêmes. Hein. Ça a été demandé depuis très très longtemps. J'imagine, puisque c'est des problèmes que pas mal de personnes rencontrent. Ouais. On a beaucoup parlé du produit, de la mise en place de ton équipe. Moi, j'ai une dernière question à te poser qui est plus sur la brand de Maze. J'ai eu le plaisir de recevoir Romain dans l'épisode numéro 5 qui a fait toutes vos illustrations 3D et qui nous a mis en contact. Je le remercie d'ailleurs s'il nous écoute. Il y a quelque chose qui m'impressionne assez chez vous, c'est que vous êtes totalement à contre-courant sur l'image de marque de Maze. C'est la recherche utilisateur, c'est justement des utilisateurs, on les voit, c'est des humains, il y a des caméras, il y a tout ça. Vous, c'est tout le contraire, il n'y a pas d'humain sur votre interface. C'est une machine, c'est des petites boules qui tombent dans les machines. Pour les gens qui ne voient pas, je vous invite à aller sur la page de Maze pour voir de quoi je parle. Comment vous avez créé cette image en total décalage avec l'image du marché ? C'est une très bonne question. En fait, ça a été une énorme réflexion avec Romain. Dès le début, on a commencé à jouer avec ces idées de bonhomme et de pas bonhomme. Et puis en fait, on se disait, notre force, c'est d'être cette espèce de plateforme quantitative qui extrait en fait comme une machine. On lui donne un design et de ce design sort un score et c'est très facile, très compréhensible. Et en fait, comme je te disais, un des gros challenges qu'on a de toute façon, nous, c'est d'un côté l'éducation, mais de l'autre côté, plus que l'éducation, c'est changer le modèle mental des gens. En fait, dans la tête des gens, la research, c'est quelque chose qui coûte, comme on disait, très cher, qui prend beaucoup de temps. Et en fait, toute cette identité, elle est liée au fait que finalement, on a l'impression que ça prend pas de temps du tout et que c'est très rapide et que c'est très facile et que c'est finalement presque une machine, le test, dans lequel on a un input, on a un output et ça va très rapidement. Et donc, du coup, c'était une vraie volonté de notre part de retirer en fait cette dimension presque humaine de cette partie-là, même si ça reste de la user research, donc c'est quand même des gens derrière. Mais pour essayer aussi de changer la manière dont on est perçu sur ce marché-là, où on n'est pas en fait en train, et c'est quelque chose dont on fait beaucoup l'emphase, on n'est pas en concurrence avec ces plateformes qui veulent te permettre de parler plus facilement avec tes utilisateurs. On est en train de créer un nouvel usage qui est imagine demain, tu as une pièce dans ta boîte remplie d'utilisateurs à qui tu peux parler à n'importe quel moment pour leur poser des questions at scale et avoir de la data, et c'est ça Maze en fait. Ok. Et vous avez eu des retours sur cette image pour savoir si... Ça a été un investissement, ça a été un gros investissement parce qu'on a beaucoup travaillé dessus et puis on a investi beaucoup dedans. Et ça a été, c'était assez incroyable en fait parce que je pense qu'on a une image de marque qui est beaucoup plus évoluée que l'équipe ou à l'époque en tout cas, c'est-à-dire qu'en fait on avait une image qui était très développée là où nous on était encore 5 personnes. Et ça nous a beaucoup aidé en fait. Cet investissement, c'est pas un investissement que je recommande d'habitude parce que quand on est une petite boîte ou une petite start-up encore à l'époque, c'est un investissement qui peut coûter très cher déjà d'un point de vue purement financier et puis d'un point de vue temps qui peut prendre beaucoup de temps. On sait très bien que créer une identité forte ça prend beaucoup de temps. Puis pour le coup t'es pas sûr des résultats? Et t'es pas sûr des résultats, c'est très dur à tester. Mais nous, pour donner une idée, quand Adobe nous a contactés, donc Adobe XD aussi, ça arrive très bientôt. Donc ça, c'est la news aussi en exclusivité. Adobe XD arrive très bientôt. Quand on a commencé à parler avec Adobe, c'était il y a 2 ans. Et en fait, notre image de marque et le fait qu'on ait investi autant dans notre image de marque, ça a eu un impact très fort qui était qu'en fait les gens pensaient qu'on était une boîte de 500 personnes alors qu'on était 2 personnes dans notre chambre à construire Maze. Ça amène directement le sérieux de la boîte. Et exactement. Tu penses que ça t'a ouvert des portes? Je pense que ça m'a ouvert énormément de portes. Comme je te dis, par exemple, ces conversations avec Adobe, les conversations qu'on a même eues avec Figma, on a commencé les conversations avec Figma, on était 5. On parle de boîtes Adobe qui fait 4 milliards d'ARR, des boîtes de 5000 personnes. Réussir à avoir ces conversations-là, je pense qu'en fait, il y a une espèce de due diligence qui est fait par ces boîtes-là, où en fait, elles vont aller voir les founders, puis ensuite, elles vont aller voir le site, et le niveau de maturité du site va aussi les pousser à te contacter ou ne pas te contacter. Et je pense que nous, ça nous a énormément aidé, en fait. Et pareil pour les clients entreprises. Il y a une espèce d'attente des clients entreprises qui est une attente d'un certain niveau de maturité de la boîte pour pouvoir commencer à investir dedans, parce qu'en fait pour une entreprise investir dans une startup c'est aussi prendre beaucoup de risques, et nous ça nous a beaucoup aidé aussi et finalement à rentrer dans des discussions avec des boîtes dans lesquelles je pense que sans ça on n'aurait pas pu rentrer. Hyper intéressant, merci beaucoup. Moi Jonathan, on touche à la fin de cette discussion. Avant qu'on ne se quitte, je voudrais savoir si tu as des ressources, des livres, des blogs à nous conseiller pour... Ouais, alors oui, c'est une bonne question. J'aurais peut-être dû préparer ça. Je sais que d'habitude je l'envoie en avance et j'ai complètement oublié de le faire. Ouais. Je suis désolé. Non, il y a aucun souci. Je pense que il y a 3 gros livres que je recommande de toute façon plus
aux gens qui se lancent aux startups, mais du coup ça concerne n'importe qui fait du produit. Il y a Getting Real qui est fait par justement Base37 aussi, qui est excellentissime. C'est un vieux livre, donc beaucoup des exemples qu'ils vont donner sont un peu datés, mais en fait dans la mentalité, c'est un livre sur lequel je reviens régulièrement, qui permet de se refocus en fait sur ce qui a de la valeur. D'accord. C'est un livre vraiment sur comment est-ce qu'on fait du produit et comment est-ce qu'on monte une boîte, mais ça mêle un peu les deux, et c'est un livre qui est très très facile à lire, parce que c'est juste des pages avec des leçons sur chaque page, donc vraiment je le recommande à tout le monde. 5 Dysfunctions of a Team, donc ça c'est plus pour les gens qui veulent, donc c'est pas forcément de rapport avec le design, mais ça reste intéressant. Je trouve que c'est des discussions pas qu'on a eu avec toi, parce que du coup tout se passe plutôt bien, j'ai l'impression, mais avec certaines autres personnes où c'est comment tu fais pour organiser ton équipe produit ou ton équipe design, comment les gens vont ensemble. Donc je pense que c'est, même si c'est pas du design pur, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette vision-là. Et je pense que c'est exactement. Et ça devrait être lu par n'importe qui en fait. C'est pas les designers devraient lire 5 Dysfunctions of a Team, les product managers, n'importe qui en fait. C'est un livre extrêmement intéressant, et en design, je pense que de toute façon la référence ultime c'est The Design of Everyday Things, que je recommande à littéralement tout le monde. Et moi aussi. Qui touche au design, mais de manière complètement, je trouve, démocratisée en fait, qui aborde des concepts généraux de design, même pas produits digitaux, n'importe quel design. Et je le fais lire littéralement à tout le monde, même des gens qui sont rien à voir avec le monde du produit. Donc, ouais, mais je trouve que ça aide aussi vachement les gens à se projeter et à comprendre comment marche le design, et en fait toutes les réflexions qu'il y a derrière, et que le fait de designer un truc à la va-vite, c'est pas la norme en fait. Faut vraiment y réfléchir. Exactement. Et penser une expérience générale aussi. En fait, il y a cette espèce de mentalité, surtout dans les boîtes qui sont moins matures d'un point de vue design, qui est comment est-ce que je fixe ma page de sign-up versus comment est-ce que je fixe mon produit, ou comment est-ce que je fixe un flow général. Et en fait, Design of Everyday Things, il amène cette mentalité de ton expérience, c'est pas juste une page en fait, ou ton expérience, c'est l'intégralité des points d'interaction qu'ont les gens avec un produit ou avec un site. Mais on en parlait la semaine dernière quand j'ai enregistré un épisode avec Michael David de Doctolib, qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, où lui aussi nous expliquait que tu arrives sur une belle page toute chiadée, tu cliques sur le bouton et en fait le produit est tout pourri, et donc tu as un peu ce dysfonctionnement où tu dis ok, qu'est-ce qui s'est passé, et je pense que effectivement ce livre exactement. Et je pense qu'on peut pas faire une interview sans parler de Steve Jobs évidemment sur l'expérience utilisateur. Et tu sais quoi, Michael me l'a dit aussi la semaine dernière, donc où il disait justement que l'expérience utilisateur c'était tous les points de contact, mais au point où en fait finalement même la position des Apple Store faisait partie de l'expérience utilisateur, en fait, que le métro que tu allais prendre pour aller à l'Apple Store du Louvre, ça fait partie de ton expérience utilisateur du moment où tu vas acheter un MacBook ou au moment où tu vas acheter un iPhone. Et je trouve que c'est une très belle manière en fait de penser l'expérience utilisateur en règle générale, qui est comment est-ce que je fais une expérience delightful, mais sur tout le cycle d'onboarding des gens. Du coup, je me permets de reprendre ce que tu viens de dire et de recommander les 2 biographies de Steve Jobs, l'officielle et la non officielle, qui parlent justement de tout ça, de la relation avec Johnny Ive, qui a designé aussi les Apple Store et qui crée justement toute cette expérience. Si on veut te contacter, on passe par Twitter, LinkedIn. Ouais, Twitter, je me rappelle même plus le nom handle, je crois que c'est Vidavski J. Donc, je le mettrai de toute façon. Voilà, exactement. De toute façon, vous ne savez pas comment s'écrit Vidavski, donc c'est aussi simple que ça. Normalement, c'est dans le nom du podcast que les gens sont en train d'écouter, donc ça devrait être assez Vidavski J. Je réponds je suis très accessible sur Twitter, ou sinon par mail sur joe@maze.design. Qui sera aussi dans la description de cet épisode. Écoute, Jonathan, merci beaucoup merci à toi pour cette discussion, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Salut. Vous êtes encore là ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.